Le mandat confié à la Société d'énergie de la baie James, une filiale d'Hydro-Québec, est tout aussi titanesque. Transformer entre le 52e et le 55e parallèle 175 000 km² de taïga, une superficie aussi grande que l'Angleterre, pour en faire le plus grand complexe hydroélectrique au monde. En Amérique du Nord, le Québec est la seule région qui dispose de bassins hydrauliques aussi importants que ceux qui se trouvent à la baie James. Le potentiel de toute cette eau est impressionnant. 15 millions de kilowatts, soit une puissance équivalente au tiers de toute la puissance hydroélectrique du Canada. Feu vert au projet du siècle, ce qui allait plus tard devenir le complexe Lagrande, est donné en 1971. Le 30 avril, devant une foule partisane réunie à Québec, le premier ministre Robert Bourassa dévoile alors son projet de construire le plus grand complexe hydroélectrique au monde. Une rivière tumultueuse au fort débit qui parcourt plus de 800 km avant de se jeter dans la baie James. Même si les relevés techniques sont sommaires et incomplets, on est confiant que c'est le meilleur endroit pour construire un complexe hydroélectrique. Une décision de plus de 20 milliards de dollars. Le projet s'étale sur 14 ans. Dans une première phase, on prévoit la construction de 3 centrales hydroélectriques le long de la rivière Lagrande. Lagrande 2, 3 et 4. Ces centrales puisent leur énergie de 5 immenses réservoirs, de véritables mers intérieures qui se forment derrière les barrages gigantesques. Et pour être certain que la rivière Lagrande suffit à la tâche, on détourne dans son lit 4 autres cours d'eau. La puissante Kaniapisco au nord et les rivières Opinaka, Petite Opinaka et East Main au sud, doublant ainsi le débit de la rivière Lagrande à l'embouchure. La décision de Robert Bourassa se base sur des prévisions passablement alarmistes. Entre 1951 et 1971, la consommation d'électricité est passée de 2,2 à 9,3 millions de kilowatts. Au moment de prendre sa décision, il apprend que la demande en énergie sera de 28,5 millions de kilowatts en 1985. En moins d'1 an, naissent ici de nombreux campements, ainsi qu'un village complet, incluant gymnase, aire de divertissement et cafétéria, où l'on sert 30 000 kilos de nourriture par jour. C'était plutôt des... Le 21 mars 1974, plusieurs centaines de travailleurs débraient sur un des chantiers de la baie James. Des actes de vandalisme se multiplient. Au cœur de la dispute, la rivalité entre la FTQ et sa concurrente la CSN pour la syndicalisation des ouvriers. Cette guerre ouverte donnera lieu au fameux saccage de la baie James. Parallèlement, on construit toute une série de digues afin d'empêcher l'eau de fuir par les dépressions et les vallées secondaires. Il y en aura 29 ici à LG2, 200 pour l'ensemble du territoire de la baie James. Ce n'est qu'une fois tous ces ouvrages de retenue terminés qu'on ferme les vannes de dérivation et qu'on procède à la mise en eau du réservoir. C'est à ce moment que les turbines géantes sont mises à l'essai. Les vannes s'ouvrent alors lentement et laissent pénétrer l'eau jusqu'aux turbines qui, tout doucement, commencent à tourner. La pression est si forte que l'eau propulse les turbines à la vitesse de pointe de 153 km/h. Impressionnant, surtout quand on sait que chaque groupe turbine alternateur pèse plus de 1000 tonnes. Alors, le rotor pèse 680 tonnes. C'est une pièce qui fait 12 mètres de diamètre, 2 mètres de hauteur. Et cette pièce-là, on ne pouvait pas la transporter par la route parce qu'elle est trop grande. Alors, on l'a assemblée ici, à l'intérieur de la centrale Robert Bourassa. Pendant ce temps, ailleurs, le long de la Grande, les exploits techniques se multiplient. À LG3, par exemple, on y a construit un barrage
plus haut que le pont Jacques-Cartier de Montréal et le plus long du Québec avec ses 3,8 km. Le bardier hydroélectrique de LG4 fut parachevé en 1000 jours. Le 37e et dernier groupe turbine de tout le complexe Lagrande fut activé ici en 1985. Malheureux des caribous de la Cagne-à-Pisco n'a fait que galvaniser l'opposition au projet qui était déjà très vive chez les quelques 5000 cris de la baie James qui ont toujours prétendu que le projet du siècle violait leurs propriétés et détruisait leurs ressources naturelles. Les négociations avec les cris seront difficiles. Le 27 octobre 1979, à 15h35, en avance de 6 mois sur son échéancier, René Lévesque, alors premier ministre du Québec, mettait en service le groupe turbine numéro 9 de la centrale LG2, la première des 8 centrales mises en service à la baie James. C'est à 15h35 que M. Lévesque a finalement démarré la turbine numéro 9. Quand tout le complexe de la Grande, seulement celui-ci, fait que ça n'a pas paru. Parmi les invités de Marc, un certain Robert Bourassa, le père de la baie James. Son arrivée dans la cafétéria de LG2, plusieurs centaines de travailleurs lui réservent une ovation monstre. Bourassa, ça... La première phase du projet de la baie James a pris environ 14 ans à se matérialiser. En 1986, la construction des principaux ouvrages était complétée, dont les centrales de LG2, 3 et 4, ainsi que 5 réservoirs. Dans le cadre de la deuxième phase de l'aménagement du complexe Lagrande, les centrales de Lagrande 1, Lagrande 2A, Laforge 1, Laforge 2 et Brisé ont permis d'ajouter environ 5000 autres mégawatts. Ça prend des spécialistes du démarrage et les Québécois ont formé des équipes qui vraiment étaient reconnues à travers le monde. Aujourd'hui, la baie James est devenue sans conteste le symbole le plus éloquent du Québec moderne. Comme les rivières qui l'alimentent, ce chef-d'œuvre d'ingénierie est une source inépuisable de fierté nationale. Érigé sur des terres hostiles, le projet du siècle a forcé les ingénieurs et les travailleurs québécois à redoubler d'ingéniosité pour venir à bout de la puissance de l'eau et produire une source d'énergie propre et durable. À ce titre, le projet de la baie James demeurera toujours un héritage qui n'a pas de prix.